Pas par hasard que j'ai commencé vers une intégration. C'est quoi vers? Il veut dire qu'il y a beaucoup de chemin, beaucoup de courage, beaucoup, comment dirais-je, de volonté pour intégrer le Maghreb, donc financièrement, économiquement et socialement. Alors, grosso modo, il faut être un homme avec un grand H. Ça veut dire tout sexe confondu. Donc, grand H. Donc, et là, j'évoque une citation d'un collègue sénégalais lors d'un congrès international. Son intervention, il a dit uniquement ça, que je vais citer tout à l'heure, et s'est arrêté, il n'a pas continué. Donc, et il a donné l'honneur pour l'audience d'interpréter cette citation. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand on va à la rencontre de Dieu, il faut faire des efforts pour être un homme. Mais dans nos pays sous-développés, il est difficile d'être un homme. Donc, c'est une citation qu'il a citée et s'est arrêtée. À vous quand même d'interpréter cette citation, donc pour donner beaucoup de choses, de volonté, pour, dans mon cas, pour une intégration socio-économique et financière. Alors, le Maghreb, normalement, il a le privilège d'être, ou bien d'appartenir à 4 mondes. Il y a le monde arabe, il y a le monde africain, il y a le monde islamique, il y a le monde méditerranéen. Donc chaque monde, il donne un grain de sel, une valeur ajoutée. C'est pour cela que depuis l'Antiquité, cet espace a intéressé les grandes puissances militaires et commerciales. En commençant par les Phéniciens, les Romains, les Arabes, les Ottomans, les Français, les Européens. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont, ils ont eu de la convoitise pour ce patrimoine maghrébin, parce qu'ils regorgent de ressources qui ne sont pas, malheureusement, ils sont mal exploitées. Alors aujourd'hui, l'intégration maghrébine est devenue une nécessité économique, bien sûr, incontournable. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence intense. Aujourd'hui, il y a des blocs régionaux. À travers le monde, il y a des blocs. L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon. Il y a, dans chaque partie du globe terrestre, il y a des globes. Pourquoi ces globes-là? C'est pour défendre les intérêts aussi bien socio-économiques que financiers. Alors, il y a des défis qu'il faut bien sûr dépasser, à savoir que tous les pays du Maghreb ont signé des conventions avec bien sûr l'OMC, tel qu'il y a le démantèlement tarifaire, il y a aussi l'Union européenne commence à s'intéresser plus à l'Europe de l'Est que les pays africains, et là aussi c'est un point à soulever. Et aujourd'hui, comme des écrits, le coût du non-Maghreb peut s'avérer insoutenable pour les économies de la région. Ainsi, le rôle moteur de croissance pour renforcer les échanges commerciaux entre bien sûr les pays maghrébins devient une grande nécessité. Alors, avant d'aborder cette intégration socio-économique et financière, j'aimerais démystifier le concept Maghreb. Quelle définition, quelle richesse et quelle opportunité ou bien quelle potentialité? Alors, généralement, quand on évoque le concept Maghreb, il y a parfois confusion. Parfois, on représente le Maghreb par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. C'est quoi? C'est le Maroc, c'est le Maghreb central. Mais une fois on ajoute la Libye et la Mauritanie, ça devient le Grand Maghreb. Alors, le Maghreb central, il couvre une superficie de 3 millions de kilomètres carrés, soit plus de 5 fois celle de la France. Le Grand Maghreb, bien sûr, en ajoutant la Libye et la Mauritanie, c'est presque 6 millions, c'est 5,7 millions de kilomètres carrés. Et parfois, on fait confusion entre l'Afrique du Nord et le Maghreb. Alors, quand on parle de l'Afrique du Nord, on exclut la Mauritanie et on intègre l'Égypte. Alors, ce qui fait que, ce qui est intéressant pour moi, c'est de parler de façon, pour un grand Maghreb. Pourquoi? Parce que déjà, on a eu l'initiative de la création de l'IMA en 1989, mais malheureusement, il est en panne aujourd'hui.
et on espère bien donc renouer avec cette union. Alors, je vais parler quand même, avant de parler de l'intégration, il faut savoir pourquoi s'intégrer. Alors, il faut faire un petit diagnostic de la richesse. Alors, la richesse maghrébine est diversifiée, ce qui lui permettra, s'il était, à condition bien sûr, s'il était mise en commun, d'en améliorer les performances et se positionner comme l'aide incontestable sur certains secteurs. Les exemples, ils sont nombreux, mais je vais me contenter de citer quelques-uns. Je commence par le gaz naturel. La production actuelle et les réserves prouvées de l'Algérie et de la Libye, ainsi que les nouvelles découvertes en Mauritanie, et même dernièrement au Maroc, on commence bien sûr donc, à faire des recherches, donc il y a un espoir d'avoir du gaz, donc font que le Maghreb est appelé à jouer un rôle régulateur sur un marché mondial de l'énergie, qui est en proie bien sûr à toutes les convoitises. Avec une production de gaz naturel de 82,4 milliards de mètres cubes, l'Algérie bien sûr est 5e mondial et première au sein de l'OPEP. Il a aussi la 3e réserve mondiale. Donc, si on ajoute ça avec la production de la Libye, 7 milliards de mètres cubes, et ses réserves bien sûr, le Maghreb peut incontestablement jouer un rôle régulateur mondial sur le marché mondial. Deuxième élément, le phosphate. La production et les réserves de certains minerais et produits énergétiques placent le Maghreb en tête de classement mondial. C'est le cas du phosphate dans la production du Maroc, 23 millions de tonnes, de la Tunisie, 7,6 millions de tonnes, place ces deux pays, respectivement, 2e, 3e rang de classement mondial. Ces deux pays détiennent à eux seuls presque de 90% des réserves mondiales de phosphate. Sans oublier que l'Algérie et la Mauritanie n'en sont pas dépourvues. Donc il y a aussi une réserve qui n'est pas encore exploitée. Je passe. Le sous-sol maghrébin. Le sous-sol maghrébin est composé de plusieurs minerais, tels que le fer, le magnésium, l'argent, l'or, le cuivre et le gypsum. Dans la Mauritanie, détient à elle seule le plus important gisement du monde. Toutes ces ressources ont contribué au développement d'une industrie, bien sûr, d'extraction, de transformation très diversifiée, mais là, il faut encore la moderniser. Parce que si je prends le cas de l'Algérie, après l'indépendance, ils ont adopté le modèle des industries industrialisantes. Mais normalement, il y a 3 phases. Quand on adopte ce modèle-là, il y a 3 phases. Il y a le transfert de la technologie, il y a la maîtrise de la technologie, et il y a aussi, en dernier lieu, l'innovation. L'Algérie n'a jamais passé à l'innovation. Toujours on reste dans la maîtrise de la technologie. Alors un jour on espérera, c'est pas uniquement, mais d'autres pays, même le Maroc aussi, il n'a pas réussi donc à passer de la phase de la maîtrise de la technologie vers l'innovation. Donc il faut dire aussi que la richesse de la Mauritanie pourrait en faire le Koweït de l'Occident arabe, donc, et même l'Algérie, on parle de l'Amérique du Nord africain, de l'Afrique. Donc si bien sûr, si les ressources étaient bien exploitées et bien optimisées. Je passe à l'agriculture maghrébine. L'agriculture maghrébine est toute variée et très performante sur certaines cultures qui offrent au Maghreb des perspectives de développement considérables. À l'exemple, l'huile d'olive, avec la production actuelle à Tunisie, 65 000 tonnes, 6e mondial, le Maroc, 60 000 tonnes, 7e mondial, l'Algérie, 8e mondial, la Libye, 12e mondial, avec bien sûr 6 800 tonnes, place le Maghreb à la première ou seconde position des producteurs mondiaux et les possibilités de croissance de cette activité ne sont pas négligeables. La production des dattes, donc c'est une autre activité dans laquelle le Maghreb, notamment avec la production de l'Algérie, environ 450 000 tonnes, 7e mondial, et aussi la Libye, la Tunisie et le Maroc aussi, peut également donc, se positionner comme l'aide mondiale pour ce produit. La production d'agrumes représente également un autre segment phare de l'agriculture maghrébine, notamment au Maroc et bien sûr la Tunisie.
la céréaliculture maghrébine reste elle aussi importante et permet des rendements qui peuvent atteindre selon les conditions de la pluviométrie. Et là aussi je signale, le problème c'est que notre secteur agricole dépend de la pluviométrie. Donc encore faut-il penser à un système bien sûr artificiel pour bien sûr sauver parfois les années agricoles. Parce que des fois il y a un retard de pluviométrie ou bien une pénurie, donc ça retentit sur le rendement qui n'est pas linéaire ou bien qui n'est pas constant. Enfin, j'aborde le secteur des services. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un développement considérable des nouvelles technologies donc, et de l'information, mais sur certains secteurs, donc, il reste encore beaucoup de pain sur la planche, à savoir les banques, les transports, les infrastructures demeurent avec plus ou moins quelques nuances entre ces pays-là dans un état rudimentaire. Alors, le tourisme, avec environ 12 millions de visiteurs par an, plus de 4,2 milliards de dollars de recettes, c'est un secteur aussi d'avenir. Donc, lorsque, bien sûr, le pouvoir en Tunisie, bien sûr, se stabilise, bien sûr, on aura attiré des touristes. Alors là j'ai fait allusion au PIB marocain. Le PIB marocain est composé de 52% de services et de 32% d'industrie, ça veut dire secteur secondaire, et uniquement de 17% pour le secteur agricole. Mais est-ce que, à votre avis, cette structure de PIB, est-ce qu'elle est saine ou bien il y a quelque part une anomalie? Alors si bien sûr, dans le monde de l'économie, si on donne beaucoup d'importance au secteur tertiaire, ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où il y a des rentrées de devises, mais à long terme, ça devient donc malheureux. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'un événement, tel qu'en Tunisie, en Libye, et tout le secteur de service chute. Donc les touristes ne vont pas venir dans un état où il n'y a pas une stabilité. Donc ici, il faut chercher à développer en plus le secteur industriel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée de la valeur ajoutée. Alors que le secteur tertiaire, des services, il est volatile. Et c'est quoi volatile? Quand on met une bouteille de vin à l'air, alors il va s'évaporer. Ça veut dire qu'il n'est pas stable et il n'est pas certain. Donc encore faut-il donner beaucoup d'importance au secteur secondaire, parce que c'est lui qui crée de la valeur ajoutée, c'est lui qui est à l'origine de beaucoup de croissance et même de développement. Donc, il faut dire aussi qu'il y a d'autres ressources, et je ne vais pas oublier de mentionner que le Maghreb dispose de 7500 km de côtes. Et c'est malheureux de voir aujourd'hui les Marocains consommer des poissons avec des prix très élevés. Et même, bien sûr, le cas de la Tunisie. Donc c'est malheureux de voir qu'on a une richesse de poissons, bien, mais on n'arrive pas, bien sûr, à en bénéficier. Alors, à toutes ces richesses-là, que j'ai normalement citées, bien sûr, il y en a d'autres. Je vais ajouter donc d'autres potentialités, à savoir la composante humaine. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Maghreb, il dispose d'une population jeune, presque 50% de la population, il a moins de 20 ans. Donc, ici, il constitue un avantage pour le Maghreb. Pourquoi? Parce qu'une population jeune est une source de dynamisme. J'attirerai encore vers les dimensions géographiques. Il faut dire que le Maghreb se trouve à l'ouest du monde arabe, des musulmans, et dans le nord de l'Afrique, à proximité de l'Europe. Donc il y a un voisinage avec l'Europe. Il est situé entre la mer Méditerranéenne, et bien sûr, et même si on veut inclure l'Égypte, donc la mer Rouge, et le Sahara et l'océan Atlantique. Les pays du Maghreb occupent le nord-ouest du continent, alors ils présentent des mêmes similitudes géographiques et géoethniques. Donc il n'y a pas de différence entre ces pays-là, mais malheureusement, il y a une mauvaise répartition de la densité de la population. Il faut dire qu'aujourd'hui, 10% de la population maghrébine, je parle ici du Maghreb central, donc il vit dans quoi? Dans la ville de, respectivement, Casa, Alger et Tunis. 10% de la population maghrébine, et je parle du Maghreb central, donc les trois pays, donc le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, 10%, il est concentré dans ces trois villes. Encore faut-il
améliorer, bien sûr, donner d'autres avantages pour d'autres régions et bien sûr villes. Alors, à votre avis, j'ai donné presque un constat positif des ressources, des potentialités. Mais quelles sont les conséquences aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe que toujours les Maghrébins sont confrontés à des problèmes socio-économiques comparables. On constate quoi? Une pression démographique commune, un taux de chômage à 2 chiffres pour les 3 pays, une croissance économique molle, des ITE, ça veut dire investissement direct à l'étranger, bien trop faible, et un tissu industriel trop peu réactif face, bien sûr, aux constantes évolutions du marché. Ainsi, la Banque mondiale a estimé que les pays de la région devront donc créer 8 millions d'emplois entre 2010 et 2020 pour répondre aux besoins et pour lutter contre le fléau du chômage. Alors, ces chiffres allemands soulignent à quel point on est dans une problématique similaire face, bien sûr, au chômage. Et il faut aussi citer la pauvreté. La pauvreté, il fait des ravages dans les pays maghrébins, donc il est parfois camouflé. Et là, j'aimerais bien démystifier le concept de pauvreté, parce que par pauvreté, c'est un concept qui est multidimensionnel. Il y a la pauvreté monétaire. C'est quoi la pauvreté monétaire? Quelqu'un qui gagne moins de 2 dollars par jour est un pauvre. Il y a la pauvreté alimentaire. Quelqu'un qui consomme moins de 2400 kilocalories par jour est un pauvre. Encore, si la femme est enceinte, elle doit augmenter encore de calories. Les étudiants encore, ils ont encore besoin de plus de calories à la normale. Il y a aussi la pauvreté politique. Comment la pauvreté politique? On trouve des pays riches, mais ils ont une pauvreté politique pour créer la richesse, etc. Il y a aussi la pauvreté culturelle. Donc on n'essaie pas d'exploiter notre base culturelle. Il y a même, je peux parler de la pauvreté religieuse. Alors que l'islam est une bonne religion qui est commune à tous les pays et on n'arrive pas à tirer le meilleur de l'islam, qui est bien sûr une religion de tolérance, bien sûr, et d'aide et de partenariat. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler, et pour demain, Inch'Allah, donc on veut parler d'un citoyen maghrébin. Pourquoi aujourd'hui on parle d'un citoyen européen? Nous aussi, on a tous les atouts, on a tous les avantages, on a toutes les interconnexions positives pour créer un citoyen, un fonctionnaire même maghrébin qui puisse bien sûr travailler donc librement dans bien sûr les pays du Maghreb. Donc il faut aussi penser aussi, nous avons besoin d'une élite maghrébine qui est rationnelle, donc qui est intègre. Donc ça, ce qui manque aujourd'hui, et surtout dans le monde de la politique. Alors, je dirais que, comme disait un auteur, il disait « Tous les arts ont fait des merveilles, sauf la politique. Il n'a fait que des catastrophes. » Donc, encore, faut-il s'interroger sur un système scolaire commun, maghrébin. Pourquoi? C'est pour réduire la dépendance au nord. Il faut donc homogénéiser le système scolaire et bien sûr universitaire. Donc aujourd'hui, ces problèmes ils sont traités de façon insuffisante. Alors, comment permettre à ces pays de faire de l'économie en passant bien sûr d'un stade bien sûr industriel vers bien sûr un stade bien sûr de société de services. Alors le premier ingrédient, c'est quoi? Et l'intégration rapide dans la société du savoir, qui est la vraie et la plus durable des richesses. C'est quoi? C'est la formation. C'est la recherche et développement. Vous allez me dire, pourquoi on fait de la recherche? Alors, à un certain moment, j'ai étudié la théorie de Robert Malthus. Qu'est-ce qu'il disait, cette théorie-là? Il disait que la population se multiplie avec une suite géométrique et que la richesse se multiplie avec une suite arithmétique. Et avec le temps, qu'est-ce qu'il y aurait? Qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait plus de bouches à nourrir que de richesses. Alors j'étais stupéfait devant cette théorie-là, et je regardais bien sûr donc l'expansion de l'urbanisme, etc. Je disais que Malthus, il a quelques éléments de certitude. Mais dernièrement, c'était précisément le mois d'avril, donc 2013, il y avait un chercheur néerlandais qui a créé quoi? À la base de la recherche.
il a créé la viande in vitro. C'est quoi la viande in vitro? Il prend un morceau de 181 grammes de viande de bœuf, il synthétise 20 millions de cellules souches, et à partir de ces cellules souches, on fait des tonnes de viande. Ça veut dire quoi? On ne va pas avoir de la faim d'ici. Donc, on va donc remplacer cette richesse donc, qui est une suite arithmétique par, bien sûr, la recherche, et on va, bien sûr, sauvegarder l'humanité. Donc, et encore, faut-il dire que la viande qu'il a inventée, elle a été dégustée à Londres, était vraiment une très bonne viande. Et de plus, on pourrait jouer sur sa contenance. Il contenait moins de cholestérol, qui est aujourd'hui cause des ravages pour les maladies de l'hypertension, etc. Donc on peut donc améliorer cette viande-là pour éliminer les maladies d'hypertension et même le diabète. Donc, alors s'il vous plaît, alors le deuxième ingrédient. Alors il faut dire, je m'arrête sur la recherche et développement qu'aujourd'hui dans les pays maghrébins, on n'a jamais atteint 2% du PIB pour la recherche. Le cas du Maroc, c'est 0,7% comme budget alloué au PIB pour la recherche. Alors le second ingrédient, c'est la construction d'un Maghreb autour des domaines, bien sûr, où on a bien sûr plus d'opportunités et plus de synergie. Donc aujourd'hui, je m'interroge, comment il y a l'inexistence d'une université maghrébine. وهنا أحن إلى جامعة الزيتونة وجامعة القرويين بفاس التي كانت تستقطب مغاربة من ليبيا، من المغرب، من الجزائر. كانت هناك حركية وكان هناك اندماج ثقافي، واليوم أحن لهذه الجامعات. Alors, donc, encore, on a un troisième ingrédient, c'est quoi? Alors, on peut créer la richesse, on peut s'intégrer financièrement, économiquement, socialement, mais qu'est-ce qui reste? Si on a la richesse, qu'est-ce qui reste à votre avis? Il reste la gouvernance. Si on peut s'intégrer facilement, on pourra avoir l'intégration. Mais s'il y a une mauvaise gouvernance, et tout à l'heure le professeur il a évoqué ça, donc la gouvernance, si donc elle est mal. Donc si il y a cette richesse-là n'est pas bien gérée, et j'ai du mal à ne voir jamais dans n'importe quel pays maghrébin l'audit social. Jamais. Elle est faite bien sûr dans les entreprises privées, mais ce n'est pas toutes les entreprises, hein. Quelques-unes, elles sont donc très minoritaires. Mais jamais j'ai vu l'audit social au sein d'un secteur public. C'est quoi cet audit social? C'est celui qui permet, est-ce que vraiment les conditions de travail sont bonnes? Est-ce que les fonctionnaires ou bien les ouvriers sont en bonne santé? Il y a pas mal de choses sur est-ce que la rémunération permet de leur couvrir leurs besoins, de leur pouvoir d'achat, pour faire bien sûr des politiques salariales. D'accord? Donc ici, il faut donc dire que normalement, il faut avoir une bonne gouvernance pour faire une gestion équitable des richesses. Donc, et même aussi, donc là, أحن إلى عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب. يعني في العهد عمر بن العزيز ما كانش كاع شي فقير. كان داكشي ديال الزكاة ما بقاش فقير في عهد عمر بن عبد العزيز. وبالتالي بقى كيحرر الرقاب وكيخلص الديون ديال الديانات الاخرى اللي كاين تما غير المسلمين، خلص الديون ديال مجموعه ديال الديانات اللي خلصهم الديون ديالهم رغم انهم ما كانوش مسلمين. اذا هنايا كيبان donc le rôle de la gouvernance, de la gestion. Alors donc aujourd'hui il est impératif de converger vers l'intégration maghrébine. Donc aujourd'hui le projet il est en panne. Et il va rester en panne si on n'a pas bien sûr la volonté et bien sûr l'audace pour mobiliser ce projet-là. Alors, il faut indiquer qu'aujourd'hui le projet, il doit peser sur la scène. Si on va construire une petite union maghrébine, on va sûrement peser sur la scène et on va bien sûr diminuer des coûts supportés par le non-Maghreb. Et j'ai bien sûr été en contact avec généralement des étudiants tunisiens, algériens, mauritaniens. Tout le monde veut l'union. Tous ces éléments-là, ils ont discuté, ils sont pour l'union maghrébine. Alors, on est obligé de faire cette intégration, qu'on le veuille ou non. Pourquoi?
d'une autre manière, c'est pour crédibiliser notre partenariat avec l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, nous, on vient, ils vont négocier avec, bien sûr, si on négocie unilatéralement, ça veut dire un par un, c'est pas comme si on négocie ensemble. Donc là, il y a donc un problème, il faut donc s'intégrer. Il y a aussi, il faut l'intégration pour l'attractivité régionale, ça veut dire pour attirer des IDE. Ça veut dire des IDE, ça veut dire investissement direct à l'étranger. Et là aussi, il faut faire attention, parce que généralement, on dit que le fait d'investir, ça veut dire d'attirer des IDE, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, d'accord. Mais c'est dans le court et le moyen terme. Dans le court et le moyen terme, les gens vont investir en Tunisie, en Algérie, Maroc. Ça veut dire qu'il y a des capitaux qui vont entrer. Et lorsque les capitaux entrent, ça veut dire qu'il y a des devises qui rentrent. Et on peut créer de la monnaie. Et quand on crée de la monnaie, on peut embaucher, on peut donner revenus, on peut consommer, on peut produire. Et on peut diminuer le chômage. Mais après le moyen terme, qu'est-ce qu'il y aurait? Les gens qui ont investi dans un pays maghrébin, ils vont retirer leur argent pour, bien sûr, la rapatrier chez eux. Alors là, on parle de l'érosion ou bien la destruction monétaire. Ça veut dire que le pays va manquer de liquidité suite à cette sortie de devises. Donc il faut prendre en considération, bien sûr, le terme IDE avec, bien sûr, précaution. Alors, pourquoi aujourd'hui on est contraint de s'intégrer? Parce qu'aujourd'hui, on observe une faible partie des échanges intra-maghrébins, qui ne dépasse pas même 2% entre toutes catégories confondues. Donc on se demande, est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Est-ce qu'il y a, c'est une cause structurelle? Donc il faut donc revoir cette vision-là. Et il faut bien sûr épouser la théorie de David Ricardo. David Ricardo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé des avantages comparatifs. Donc, auparavant, c'était Adam Smith qui a parlé des avantages absolus, mais elle a été corrigée par David Ricardo. Les avantages comparatifs, ça veut dire chaque pays du Maghreb doit s'intéresser à une production dans laquelle il a le plus de main-d'œuvre et le plus de moins de coûts. Et il va essayer de changer. C'est la théorie de David Ricardo, c'est le vin portugais échangé contre les draps japonais. Anglais. Donc ici, il y a une question à soulever pour, bien sûr, encourager les échanges. On va donc lister les importations de chaque pays, lister les exportations de chaque pays et voir ce qu'on peut exporter pour le pays dont il a besoin maghrébin et ce qu'on peut importer. J'ai du mal que, donc parfois, c'était le cas où un pays il importe la tomate de l'Italie, alors que la Tunisie et le Maroc regorgent de tomates. Donc encore faut-il voir, donner une faveur à ces pays maghrébins parce qu'ils sont nos frères sur le plan culturel, religieux, sur plusieurs plans. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, si on voit, la Tunisie dépend en partie des ressources touristiques et des transferts bien sûr de fonds, alors que l'Algérie, c'est surtout pour les recettes pétrolières. Mais ces recettes-là, elles sont insuffisantes pour, bien sûr, décoller et pour, bien sûr, rallier avec la croissance. Donc, il est devenu impératif d'une union maghrébine afin d'intégrer, bien sûr, donc, et de faire face aux puissances, bien sûr, mondiales. Alors, j'ai parlé comment dirais-je, l'intégration sociale, ça veut dire homogénéiser les diplômes, etc. J'ai parlé de l'intégration économique. Qu'est-ce qui manque? Il manque quoi? L'intégration financière. Et comme j'ai dit, comme le corps humain a besoin du sang pour fonctionner, l'économie, la société a besoin d'argent pour fonctionner. C'est pour cela que j'ai donc intégré la composante financière. Alors l'intégration financière, il facilite bien sûr l'intégration économique, donc il permet bien sûr une allocation optimale des ressources. Et là, j'aimerais dire par intégration financière, il y a deux types de financement. Il y a le financement direct, le financement indirect. C'est quoi le financement direct? C'est le fait d'avoir des bourses où il y a rencontre directe entre offreurs de capitaux et chercheurs de capitaux. Il y a le financement indirect, c'est par intermédiaire, ça veut dire les banques. Et aujourd'hui, alors là, tout à l'heure, mon collègue disait, small is... alors les Américains disent que big is beautiful parce qu'une grande banque, on a toujours, l'État va la sauver. S'il y a des problèmes de gestion, l'État, il doit la sauver.
Alors les Américains, c'est le contraire, ils passent de big is beautiful. Donc il faut aussi voir, il faut harmoniser le système financier parce que au Maroc, il est privatisé, en Tunisie partiellement, mais en Algérie, encore, il y a encore des efforts pour privatiser le système financier. Donc, je m'étonne qu'aujourd'hui, en Mauritanie, il n'y a pas de bourse. Il n'y a pas de bourse de valeur en Mauritanie. Encore faut-il que le Mauritanie dispose d'une bourse pour qu'on puisse attirer des